Cette centres, conférence va maintenant être enregistrée. donc les centres primaires, secondaires et des malades qui arrivaient tardivement. Donc pendant tout un temps, on s'est battu pour qu'on nous adresse précocement, pour valider effectivement la pertinence de la science cardiaque avancée qui fait partie pour nous de notre quotidien. Et le message était de dire la transplantation, le cœur total, l'assistance ne sont pas des thérapies d'exception malgré leur coût et c'est pas de l'expérimentation, c'est effectivement du quotidien pour ces patients qu'on arrive à sauver et pour lesquels on redonne une espérance de vie tout à fait satisfaisante. Voilà. Donc ma présentation va se limiter à la description des scores. Après une petite présentation sur l'utilité des scores, je vais vous parler de 3 scores, le Heart Failure Survival Score, le score de Seattle et le score MAGIC. Ce sont les 3 qu'on utilise en pratique dans notre centre et c'est ceux que, voilà, que je souhaite être présentés lorsque les internes présentent les dossiers en discussion d'insuffisance cardiaque. Voilà, alors globalement, quand on discute des thérapies lourdes chez ces patients, on met en parallèle ou on croise plutôt les projets de qualité de vie et les projets de survie. Donc pour nous, ce qui est le plus facile, c'est quand le patient est dans une zone de perte, c'est les classes 1, 2, 3 d'Intermax, des patients qui dévissent. La discussion la plus difficile, c'est un patient qui est ambulatoire, donc 4, 5, 6, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est vraiment la zone de gain en termes de qualité de vie et de survie? Donc, dans la zone de perte, actuellement, c'est bien maîtrisé, c'est-à-dire qu'on a une recherche de choix risqués et on a un recours à des choix risqués. C'est dans cette situation une augmentation très forte de la probabilité de retenir une mesure risquée mais protectrice et coûteuse financièrement également, parce qu'il y a un risque sur la vie immédiate. Donc ça, c'est le quotidien des USIC, voilà, des centres d'assistance cardiaque avancée. Là où c'est plus difficile, c'est que un patient ambulatoire, la qualité de vie est médiocre et la zone de gain de survie, on se pose des questions au regard des complications qui peuvent survenir. Et là, on a une grande difficulté à décider sur les actions qu'on va mettre en place, c'est-à-dire est-ce que un patient voilà, qui continue à sortir de chez lui et qui n'est pas réhospitalisé pour des insuffisances cardiaques, des poussées fréquentes, est-ce qu'il faut l'inscrire malgré tout? Et donc, il y a le bon sens clinique qui est là. Il y a l'expérience des cardiologues les plus capés, mais qui ne sont pas toujours présents. Et donc, les scores de risque sont finalement ont un intérêt pour être une base de discussion. Donc, il y en a plusieurs. On a vu, je vais vous en parler de 3, mais il y en a d'autres. Je ne vous parlerai pas des scores qui intègrent un grand nombre de données biologiques. Après, il y a toute une série de scores qui ont été publiés, mais qui finalement ne sont pas passés dans l'usage, contrairement aux 3 autres. Donc, sont basés sur plus souvent des études randomisées, moins souvent sur des cohortes de vie réelle. Et puis, d'une façon générale, ils prédisent un score de mortalité à moyen terme, un score intermédiaire, ce qui ne parle pas forcément aux patients jeunes qui se demandent ce qui sera leur vie dans 10 ans. Voilà, en tout cas, ils sont pratiques, on les a souvent en ligne ou sur les applications téléphoniques. Leur défaut, c'est qu'ils ne vont pas prendre en compte toutes les dimensions de qualité de vie, les événements non mortels, la souffrance, la charge de devoir s'occuper d'une assistance, etc. Bon, donc faut pas les prendre comme une information binaire et une recommandation au pied de la lettre. Alors pourquoi on les utilise pas souvent? C'est pas dans la pratique courante parce que souvent l'image du score, ben, c'est effectivement une pertinence d'information pour un groupe large d'individus avec un intérêt moyen. Je vous ai parlé de l'information pour une durée de vie intermédiaire et non pas à plus long terme. Sur le plan individuel, bah, c'est 0 ou 100%, et c'est pas 80%. Et puis, voilà, ils sont souvent voilà, pas forcément adaptés aux patients plus âgés. Et puis, un horizon de vie de 1 ou 2 ans le plus souvent, et pas 5 ans. Donc, les patients sont souvent un peu interpellés quand on leur parle d'une survie à 1 an. Voilà, alors je ne vais pas vous parler de ce qui a été décrit par Clément. Je ne vous parle pas des scores qui permettent de repérer les patients dans un parcours ambulatoire, mais je vais vous parler des scores qui doivent vous faire discuter une transplantation ou une assistance quand vous avez le patient pour le centre.
Alors déjà, la VO2, on en a parlé, on a des critères d'utilisation de la VO2 pour l'inscription sur liste, mais je voulais vous rappeler finalement qu'est-ce qu'un patient qui est en classe 3 et 4 d'un YHA. En moyenne, une classe 3, il a une VO2 de l'ordre de 13-14, une classe 2 de l'ordre de 12,5, et un patient, une classe 4 de 12,5, et un patient en classe 2 est plutôt autour de 18. Donc, au-dessus de 15 millilitres/kg, ce n'est pas une indication à la greffe ni à la transplantation. Et puis généralement, en moyen mémotechnique, un classe 2, il a 400 mètres de périmètre de marche, et un classe 3, il a plutôt 300 mètres de périmètre de marche. Les critères d'indication formelle, c'est un pic de VO2 inférieur à 10 ml/kg par minute pour l'inscription sur liste, c'est les recos de transplantation 2005. Et puis au-delà de 15, ce n'est pas une indication. Puis on a les indications intermédiaires. Clément l'a dit, quand on a un pic de VO2 chez un patient traité par bêta-bloquant, eh bien, le seuil va être de 12, et s'il est intolérant bêta-bloquant, le seuil il est de 14. Ça, c'est des vieilles recommandations 2006. Et puis, chez les sujets les plus jeunes, on va pouvoir également utiliser le pourcentage de la valeur prédite, et on doit s'alerter quand le pic est inférieur à 50%, donc la valeur par rapport à la théorique est aussi importante. Et puis, dans des zones grises, le rapport VE sur VCO2 supérieur à 35 oriente le patient plutôt vers une zone de risque. Donc c'est ce qu'on a sans utiliser les scores. Mais les dernières recommandations internationales de greffe par rapport à 2006 vont prendre en compte là très clairement les scores de risque, et je vous lis ce paragraphe qui a été agrémenté, c'est-à-dire que le pronostic devrait être évalué donc sur l'exercice, l'épreuve d'effort VO2, mais une survie estimée par le score de Seattle ou le Heart Failure Survival Score inférieur à 80% à un an représente voilà, un critère d'indication, classe 2B, un niveau de recommandation qui reste modeste, mais c'est clairement pris en compte dans les nouvelles recommandations. Et puis la Société américaine de cardiologie indique que quand on a un patient en insuffisance cardiaque, il est intéressant d'utiliser les scores de risque également. Et il mentionne les différents risques. Donc, on vous a montré cette diapositive. Là, dans le papier Princeps et le dernier publié de l'Europe, c'est 4 scores. Je vais vous parler de 3. Et le score Meki, je ne l'utilise pas, je ne le connais pas. Donc voilà, je ne vous en parlerai pas, mais c'est intéressant sans doute de creuser. Alors, un exemple de Heart Failure Survival Score. Donc, on a, nous, un tableur Excel qui nous permet de le calculer. Et vous voyez qu'il y a différents paramètres relativement simples qui sont pris en compte: l'étiologie de la cardiopathie, la fréquence cardiaque, la fraction d'éjection, la pression systolique moyenne, la désynchronisation, le pic de VO2 et la natrémie. Et donc, si on prend un patient en classe 2 de l'NYHA, non, en 3B, pardon, 65 ans, avec une fréquence cardiaque de repos à 80 battements par minute, fraction d'éjection 20%, pression artérielle moyenne 70. Il est désynchronisé, il a été resynchronisé. Le pic de VO2 est à 12. Donc la VO2 nous met ce patient dans une zone de risque intermédiaire avec 17% de survie à un an. Mais on voit que le score, c'est la valeur absolue du score que l'on retient, eh bien, le place plutôt dans une situation à haut risque. C'est-à-dire que voilà, ce patient en discussion de transplantation, eh bien, on va pouvoir agrémenter le courrier de le résultat de ce score. Voilà, et ça aussi nous aide à discuter avec la famille. Alors ce score de Heart Failure Survival Score, c'est un vieux score qui avait été développé par l'équipe de Mancini en 97. Il y avait une population de découverte ou de validation, et puis une cohorte voilà, pour le tester dans une autre population de patients. Il s'avère très pertinent pour distinguer finalement 3 populations avec des risques différents. Et vous voyez que les faibles risques ont un pronostic qui est pas si mal. Alors ce score, il a été challengé parce qu'on a dit, eh bien, par rapport à la VO2 en elle-même, est-ce que ça apporte réellement quelque chose? Et oui, cette étude montre que le Heart Failure Survival Score, il est quand même toujours supérieur au pic de VO2 pour prédire les événements, et même dans une population moderne, c'est-à-dire avec resynchronisation et avec défibrillateur. Donc, par rapport à la VO2, c'est ce tableau qui est intéressant, fait toujours mieux que le pic de VO2 pour la population globale, que le patient soit implanté d'un CRT ou d'un DAI,
et puis individuellement CRT ou DAI. Le score de Seattle, c'est un score qui a été établi sur une population un peu plus ambulatoire. Donc, c'était une cohorte initiale de 1125 patients. Puis après, ça a été validé dans une cohorte qui regroupe 5 essais randomisés. Et voilà, des patients qui étaient plus ambulatoires. Vous voyez qu'il y a des critères qui sont pertinents, mais parfois, on voit qu'il prend en compte le pourcentage de lymphocytes, le fait d'avoir une uricémie élevée et de la prise d'allopurinol. Mais globalement, il apparaissait pertinent pour différencier 5 catégories de patients. Et il a été revalidé dans une population plus moderne, parce que dans le score initial, il n'y avait finalement que 2% de LVAD ou de transplantation. Il a été revalidé dans une population d'insuffisance cardiaque avancée, moyenne d'âge donc 52 ans, mais dans cette étude, il y avait 16% d'insuffisance cardiaque et de transplantation ou d'assistance. Et là encore, on voit que le score observé par rapport au score prédit est toujours un petit peu supérieur, c'est-à-dire qu'il y a sans doute une sous-évaluation du risque du score de Seattle, mais que globalement, il est tout à fait pertinent. Et donc l'exemple de tout à l'heure que j'avais pris, le patient donc, de 65 ans en classe 3B NYHA, eh bien on voit que le score de Seattle prédit chez ce patient une survie de 72% à 1 an. Donc voilà, un petit peu plus optimiste que le Heart Failure Survival Score. Alors que fait-on? Nous, on fait les deux. Et alors, quand on combine les deux, on voit qu'on gagne en prédiction, surtout sur les patients qui ont un score bas du Heart Failure Survival Score, c'est-à-dire un bon pronostic, et de même chose pour le score de Seattle. On voit quand même qu'ils ont très peu d'événements à 1 an. Ils sont quasiment toujours à 96% de survie. En revanche, ceux qui vont combiner les deux scores, les deux résultats péjoratifs, vont avoir une survie qui va être effectivement très altérée et compromise. Et donc là, c'est la courbe ROC de la combinaison des deux scores qui montre que c'est pertinent. On utilise également le score magique. Le score magique a été établi sur une cohorte importante, donc 30 études de cohorte et 6 essais cliniques, et une mortalité donc de 40% à 2,5 ans. On voit que le score observé et le score prédit sont quand même très très proches les uns des autres. Et donc on a sur une mortalité à 6 ans. Il est disponible sur Internet, et le patient précédent, on voit qu'on est sur une survie de l'ordre de 75% pour ce patient donc à 1 an. Donc on est plutôt assez concordant, avec une valeur un peu intermédiaire par rapport aux deux autres corps, mais plus proche du score de Seattle. Voilà, donc c'est des outils. Ça reste évaluer le pronostic reste complexe, et malgré parfois des scores qui sont peu péjoratifs, on va quand même maintenir notre décision d'inscription sur liste. Et donc, ça doit être interprété par des spécialistes de la science cardiaque. Ça peut être une aide à la discussion avec les patients. En réalité, on l'utilise encore assez peu dans l'échange en consultation pour pousser à une indication de transplantation. Mais voilà, ça permet au sein de l'équipe d'assistance cardiaque avancée d'avoir un repère et puis de pouvoir discuter. Et puis, ça aide quand même à alerter les jeunes sur effectivement les indices de gravité voilà, qu'ils auraient pu ne pas prendre en compte. Voilà, mais ça ne remplace pas, c'est pas une indication formelle de recommandation de traitement, et ça ne doit pas supplanter le bon sens clinique, mais à mon sens, ça devrait être intégré plus fréquemment dans nos prises en charge médicales. Merci beaucoup pour cette présentation très claire sur les scores. En pratique, c'est vrai qu'on les utilise pas toujours. À Toulouse, mes collègues en insuffisance cardiaque, et notamment Romain Etier et Pauline Fournier, essayent de nous y mettre, et il faut qu'on s'y mette vraiment. Est-ce que les autres centres, là, ceux qui écoutent un petit peu, pourraient nous répondre sur le chat si vous utilisez? Et toi, Guillaume, nous dire un petit peu ce que tu utilises et si tu en utilises? Nous, effectivement, on utilise un score, on a essayé de mettre en place un score, et c'est vrai qu'on avait pris le score ICAR, qui était le score français. J'en avais déjà discuté avec le professeur Trochu, qui est plutôt un score, effectivement, pour des patients peut-être un peu déjà screenés, puisque ce score avait été établi à partir des patients inscrits sur liste de transplantation. Donc, c'est déjà des patients qui étaient définis comme insuffisants cardiaques avancés par définition.
avec des critères qui étaient plus biologiques dedans. Enfin, il y avait l'ECMO, et puis après, il y avait le décile du peptide natriurétique, BNP ou NT-proBNP, la bilirubine, la créatinine, et puis la présence d'une assistance au long cours. Donc, c'est vrai qu'on utilise ça. On ne le fait pas en systématique. Moi, ma question, ce serait à quels patients vous faites ces scores? Est-ce que c'est tous les patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque? Est-ce que c'est certains screenés les plus jeunes? Comment vous choisissez le patient à qui vous faites le score? Alors, on nous adresse des patients pour des insuffisances cardiaques et l'idée, donc on a des bilans pronostiques, c'est-à-dire qu'on fait une évaluation de la VO2, on fait un cathé droit assez régulièrement, on évalue la réversibilité des pressions pulmonaires. Et dans le cadre de ce bilan pronostic, on demande le calcul des scores. Alors, à chaque changement d'interne, il faut le rappeler, mais les assistants chefs de clinique savent que c'est un peu ma lubie et ils débriefent les internes avant les présentations. Je les obtiens pas toujours, hein, mais voilà, ça permet voilà, de définir quand même cette notion de moins de 20%, moins de 80% de survie à 1 an. On sait que la transplantation fait mieux et l'assistance fera certainement mieux. Donc, chez des patients pour lesquels il est difficile de prendre une décision, ça aide à positionner le patient, ça aide à l'inscrire dans un suivi d'insuffisance cardiaque avancée avec une alternance de la surveillance entre le cardiologue de ville et le cardiologue du centre spécialisé. Voilà. Donc, c'est dans le cadre des patients qui sont évalués, soit une première fois, par des cabinets de ville ou par d'autres centres hospitaliers. Après, je vous cache pas que d'avoir ces critères de gravité, c'est toujours important lorsque la suite se passe mal. Pour la discussion avec des familles qui viennent nous dire, bah, écoutez, vous l'avez greffé trop tôt ou effectivement, il n'était pas suffisamment grave, c'est des éléments d'information qui permettent aussi de revenir vers les familles. C'est des éléments qui permettent de discuter avec nos chirurgiens cardiaques et avec les anesthésistes réanimateurs également. Et c'est vrai que cette pathologie, l'insuffisance cardiaque au sens large, mais dans sa forme avancée, l'impression qu'on a quand même, c'est la difficulté pour le patient et la famille, mais en fait aussi pour un certain nombre de cardiologues et d'équipes qui sont autour de ces patients, de vraiment voir le pronostic de ces malades. Et c'est tout l'intérêt, à mon sens, des derniers scores, du moins des plus récents, ceux qui ont été revalidés, c'est d'avoir déjà 5 ans. Quand à 5 ans, on a 1 sur 2 qui est décédé, bon, quand il a 80 ans, j'ai envie de dire, c'est la vie. Mais quand il a 40 ans, en effet, c'est pas du tout la même chose. Et c'est vrai que ce type de score, on devrait le faire rien que pour ça. Ça nous permettrait de vraiment visualiser la gravité de nos malades. On a tous l'habitude, sur un centre comme on l'a tous les trois, donc tertiaire, de voir des patients graves. Et à la fin, en fait, on est habitué. Il y a des patients qu'on ne voit pas parce qu'ils sont décédés, mais on ne le visualise pas forcément au moment où on le voit. En tout cas, les gens avec nous ne le voient pas forcément. Oui, c'est un objet d'éducation et de formation aussi des cardiologues, tout à fait. À quel moment faut-il faire le score? Parce qu'on sait que tous ces critères, la plupart de ces critères, que ce soit la créatinine, la bilirubine, les traitements, ça varie énormément, notamment au cours d'une hospitalisation, par exemple. Est-ce qu'il faut le faire à distance d'une décompensation? Est-ce qu'il y a une application validée? Alors, nous, on le réalise quand le patient est stabilisé et en euvolémie. Voilà. Effectivement, ça perd de sa pertinence s'il est en pleine décompensation. C'est une très, très bonne remarque. Oui, c'est plus le profil patient ambulatoire. Après, quand il y a des situations d'urgence, les stades les plus avancés d'Intermax, alors pour moi, Intermax, c'est aussi quasiment un petit score de clinique de gravité. On a les différents scénarios cliniques des classes 3 et 4 dans Intermax et c'est assez pertinent. Mais en phase de décompensation, ça a peu de pertinence, effectivement. Parce que dans le score de Heart Failure Survival Score, il y a la VO2 qui est prise en compte. Donc, il faut que le patient ait pu pédaler. Après, je vous ai pas parlé des scores de succès de la transplantation, notamment tous les critères de dysfonction ventriculaire droite qui vont compromettre le succès d'une chirurgie. Il y a d'autres scores pour explorer au-delà d'indication, le risque, la chance de succès de l'intervention. Mais c'est une autre question. Je
sais pas si parmi les gens qui écoutent, il y a des questions. N'hésitez pas à brancher la caméra et puis poser votre question. Alors, J'en ai pas vu dans le chat. Bon, après, c'est la première fois qu'on lance ce nouveau modèle. Donc, peut-être que ça va venir au fur et à mesure des sessions. En tout cas, merci beaucoup, professeur Trochu, d'avoir été avec nous pour lancer cette nouvelle formule. Guillaume, un petit mot pour la fin? non, bah écoutez, je pense que le mot, c'est vraiment d'être peut-être plus proactif sur ces scores. Si ça ne fait pas partie de vos comptes rendus, peut-être d'en choisir un, de vous faire une idée et puis d'essayer d'automatiser ça le plus possible avec un tableur Excel pour gagner du temps. Mais effectivement, je pense que ça apporte un plus. Donc, au moins pour voir s'il y a un sentiment de concordance entre l'appréciation clinique, et ça c'est important. Je pense que les patients les plus intéressants, c'est ceux sur lesquels on va tomber sur une discordance. Et c'est cela, je pense qu'il faut bien comprendre et bien repérer. Donc voilà, je vous engage à revoir cette présentation et puis intégrer ces scores dans votre pratique. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Et Très bien, on se merci pour votre retrouve. invitation. Merci à vous. Le prochain cours n'est pas la semaine prochaine, c'est le 11-02. Et on parlera donc de VO2 et d'insuffisance cardiaque avec le professeur Cohen-Solal de Paris, et puis de marqueurs biologiques en insuffisance cardiaque avancée avec le professeur Picard de Bordeaux. Merci à tous pour nous avoir suivis, et puis on se retrouve dans 15 jours. Salut Guillaume. Merci. Salut.